Je vais maintenant donner la parole au docteur Kevin Benat, qui va nous proposer une prise en charge dans les fractures des épines tibiales. Alors bonjour à tous, merci donc à l'IRBMS et notamment à son président pour l'invitation d'aujourd'hui. Donc je débute par quelques rappels anatomiques. Donc l'éminence intercondylaire se situe, est un relief osseux au centre du genou, entre les deux plateaux tibiaux. Ce qui est intéressant sur la diapositive de droite, c'est le rapport anatomique entre cette éminence intercondylaire et le ligament croisé antérieur qui s'insère à la partie latérale de l'épine médiale, mais uniquement par ses fibres postérieures. L'autre chose remarquable, ça va vraiment être l'insertion très très proche de la corne antérieure du ménisque latéral. Et on en rediscutera tout à l'heure, mais c'est une implication notamment dans les lésions associées. Donc l'épidémiologie, c'est une fracture qui est rare, hein, il n'y a que 3 cas pour 100 000. Ça survient surtout chez l'adulte jeune et chez l'adolescent, puisqu'il existe une prépondérance traumatique entre 8 et 14 ans. Ça s'explique à cet âge-là par la forte solidité de l'attache du ligament croisé antérieur sur la surface osseuse et par une certaine élasticité du ligament croisé antérieur. Chez l'enfant, c'est la forme osseuse de la rupture du ligament croisé antérieur, donc c'est surtout un traumatisme sportif. Chez l'adulte, c'est plutôt des traumatismes acinétiques élevés, notamment dans le cadre de polytraumatisme. Il y a une classification à la fois pronostique et diagnostique qui a été mise en place par Meyer et McKeever. Elle se dichotomise en 4 stades lésionnels. Le stade numéro 1, c'est un stade qui n'est pas déplacé. Dans le stade 2, on visualise une bascule antérieure du fragment avec continuité de l'attache postérieure. Le stade 3 montre un déplacement complet mais n'intéressant que l'attache du ligament croisé antérieur. Le 3B, c'est tout le massif qui s'est désinséré. Et dans le stade 4, on est sur une fracture comminutive, donc avec plusieurs fragments osseux. La présentation clinique, donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est une variante osseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur. Donc la première chose à demander, ça va être quel a été le mécanisme traumatique. La plupart du temps, c'est comme on le voit sur l'image à droite, un mécanisme en valgus, rotation externe, genou fléchi. Il existe aussi des traumatismes plutôt en rotation interne, proche de l'extension, sur un genou fixé au sol, souvent donc à la réception d'un saut. Et de temps en temps, ça peut être un varus proche de l'extension ou des mécanismes d'hyperflexion. Les symptômes principaux, c'est tout d'abord la douleur, l'instabilité, un blocage et l'épanchement intra-articulaire. À l'interrogatoire, ça avait été discuté l'année dernière au sein de l'IRBMS. Ça va être la sensation donc, de déboîtement ressenti par le patient, l'arrêt du sport et parfois même, quand le patient reprend l'appui, il sent que le genou ne le tient plus. L'examen clinique, c'est comme pour tout genou traumatique, c'est extrêmement difficile à faire au stade aigu parce qu'il y a un épanchement qui est important, le genou est douloureux. Ce qu'il va surtout falloir rechercher sont les signes de gravité, une luxation fémoro-patellaire, une luxation du genou, palper les insertions tendineuses. Tout ce qui est examen méniscal, en général, c'est très difficile en aigu. On peut éventuellement rechercher un tiroir à la manœuvre de Lachmann-Tria, mais en général, l'examen est assez difficile à réaliser. On va donc rapidement passer aux examens complémentaires. Comme tout traumatisme, le premier bilan doit être un bilan radiologique. Donc on va faire une radiographie de genou de face, de profil, et un défilé fémoro-patellaire si c'est possible. Le diagnostic, lui, va se faire sur la radiographie de profil, puisqu'on voit très bien ici une bascule de la partie antérieure de l'épine tibiale. On peut compléter notre bilan par une IRM ou un scanner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bilans ne doivent pas retarder la prise en charge. L'intérêt du scanner, ça va être quantifier exactement le déplacement, évaluer le nombre des fragments, et l'IRM, lui, va avoir son intérêt surtout dans l'exploration des lésions associées, car il s'agit d'un traumatisme du genou, donc il peut y avoir des lésions associées. L'objectif, quelle qu'il soit la prise en charge, c'est réduire anatomiquement les fragments, donner une retente au ligament croisé antérieur, et si jamais on n'arrive pas à remplir notre cahier des charges, il risque d'y avoir une laxité constitutionnelle chronique et un flessum irréductible par maintien de la bascule du fragment. Donc la prise en charge orthopédique. La prise en charge orthopédique, elle ne peut que se concevoir que pour les stades 1, donc les stades non déplacés, et certains stades 2 avec un déplacement inférieur à 3,5 mm. Elle va consister en quoi? Elle va consister en une immobilisation cruro-pédieuse ou cruro-malléolaire pendant 6 semaines. Il y avait un petit débat entre une immobilisation en extension complète ou à 20 degrés de flexion. Il y a une étude de 2018 qui a montré que la tentative de réduction du foyer par mise en extension du genou n'était pas forcément efficace et pouvait même être contre-productive dans 20% des cas. Comme tout traitement orthopédique, la base du traitement, ça va être une surveillance radiologique régulière, toutes les semaines pendant 2 semaines, puis toutes les 2 semaines jusqu'à déplâtrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est le petit plus, c'est vraiment en cas d'hématorthose très volumineuse, très douloureuse, si on part sur un traitement orthopédique, on peut tout à fait ponctionner les marthoses intra-articulaires afin de soulager le patient.
La prise en charge chirurgicale, tout d'abord, c'est tous les échecs de traitement orthopédique. C'est aussi les stades 2 déplacés de plus de 3 mm et demi sur la classification de Meyer et McKeever, et tous les autres stades. Très très important, dans 50% des cas, il existe une lésion associée à la rupture des épines tibiales. La plupart du temps, c'est une incarcération de la corne antérieure du ménisque latéral dans le foyer de fracture. C'est quand même dans 25% des cas pour les stades 2 et 65% des cas dans les stades 3. Toutes les lésions méniscales et chondrales associées doivent être traitées dans le même temps chirurgical. Alors on parle de prise en charge chirurgicale, mais comme tout à l'heure dans les disjonctions acromioclaviculaires, il y a un nombre de techniques très importantes qui ont été décrites. On va retenir des grands cadres de prise en charge chirurgicale, le vissage direct des épines en rétrograde ou en antérograde et le lassage des épines. La technique, elle va être dépendante de plusieurs facteurs, de l'habitude du chirurgien, du déplacement de la fracture et du nombre et de la qualité osseuse des fragments visualisés. Il y a eu des études expérimentales qui ont montré une meilleure résistance à l'arrachement des vissages ou des sutures transosseuses au moyen d'un fil renforcé. Là, je vous ai mis quelques exemples de traitement chirurgical. Donc, tout à votre gauche, vous avez un lassage au fil métallique. Donc, l'objectif de l'intervention, comme je vous disais, c'était une réduction du foyer de fracture puis sa stabilisation. Ça se fait en général au moyen d'une courte arthrotomie. Les fils métalliques sont passés à travers le pied du ligament croisé antérieur, redescendus et fixés à l'os par une vis. Vous avez ici la variante sous arthroscopie avec cette fois-ci du fil renforcé et où l'application se fait au moyen d'un endobouton, donc une petite plaque métallique sur la corticale. Et juste à votre droite, vous avez un vissage direct qui peut se faire sous contrôle direct, donc avec une mini-arthrotomie, ou sous contrôle arthroscopique. Moi, par préférence personnelle, j'utilise un traitement arthroscopique. Premièrement, il faut réaliser donc un nettoyage de l'articulation, un bilan des lésions associées. Ensuite, on va nettoyer le foyer de fracture, le creuser au moyen d'une petite fraise afin de réaliser une hyper-réduction qui entraînera une bonne tension du ligament croisé antérieur. Une fois la bonne réduction obtenue, on la fixe de manière temporaire par une broche. On fait un lassage, donc on passe des fils renforcés au travers du pied du ligament croisé antérieur, qu'on va venir amener à la corticale au moyen de 2 tunnels osseux, et on va le fixer par une petite plaquette. Ici, c'est donc un endobouton. Comme j'ai dit, une chose qui est très importante, puisque ça existe dans 50% des cas, ce sont les lésions associées, notamment l'incarcération et la rupture de la corne antérieure du ménisque latéral. Vous avez ici une avulsion complète de la racine de la corne antérieure du ménisque latéral. Elle est donc faufilée au moyen de 2 fils renforcés. Ici, ce que vous voyez, c'est une branche qui va permettre de réaliser les tunnels tibiaux. Et ça permet, en fin d'intervention, une réinsertion à l'os de la corne et de la racine antérieure du ménisque. En post-opératoire, l'appui est autorisé sous couvert d'une paire de cannes anglaises pendant 6 semaines et les patients sont immobilisés au moyen d'une attelle amovible de type LCA avec une flexion qui est autorisée de manière libre sous couvert de cette attelle. Petit résumé des indications. Donc, comme on avait dit, le traitement orthopédique n'est réservé qu'aux fractures non déplacées et aux déplacements inférieurs à 3,5 mm. Tout le reste relève du traitement chirurgical. La rééducation. Donc, les 6 premières semaines, le but, c'est réveiller les muscles, diminuer l'œdème et l'hématome. Donc, pour ça, il va falloir faire donc, de la physiothérapie et surtout donc, de la cryothérapie. Récupérer progressivement les amplitudes articulaires en actif et en passif. Réveiller le quadriceps avec des contractions flash, 10 contractions en 10 minutes, et des contractions un tout petit peu plus longues et tenues pendant une vingtaine, trentaine de secondes. Il faut faire attention à une chose pendant la période la plus précoce. Il va falloir faire attention au développement du flessum. Donc, il faut bien vérifier le total relâchement des ischio-jambiers lors du travail du quadriceps, parce que toute co-contraction peut entraîner un flessum. Le renforcement musculaire peut être débuté tout doucement, mais doit toujours rester en chaîne fermée lors des 6 premières semaines. Après 6 semaines, on peut débuter le travail contre-résistance. Il faut éviter les 3 premiers mois le travail contre-résistance en extension complète. Et le travail en chaîne ouverte peut être lui aussi débuté à partir du 3e mois. Qu'est-ce qui doit alerter lors des phases de rééducation? C'est une augmentation des phénomènes inflammatoires au niveau du genou, une augmentation importante de l'épanchement au cours des séances, et une diminution progressive des amplitudes articulaires. On a une attention très particulière sur le flessum. Alors, quels sont les résultats dans la littérature? Il y a un petit problème, c'est que comme c'est une fracture qui est assez rare, la littérature est très fruste. Ce sont surtout des études de niveau 4, qui se rapprochent donc plus de l'expérience personnelle que du vrai travail scientifique.
On a malgré tout une étude de revue littéraire qui a été faite par Gantz en 2013, qui montre quand même 1,7% de non-consolidation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette non-consolidation est quasiment dans 80% des cas sur des fractures de type 2 traitées orthopédiquement. Les résultats sont loin d'être excellents, puisque dans 18% des cas, il y a une perte de 5 degrés d'extension et de 15 degrés de flexion, et ça peut arriver jusqu'à 28% dans les stades 3-4. On a aussi étudié la laxité résiduelle, et on s'est rendu compte que la laxité résiduelle était, sur une laximétrie objective, était jusqu'à 25% dans les stades 1 et 2 et 60% dans les stades 3 et 4, augmentée du côté traumatisé par rapport au côté sain. Mais par contre, dans toutes les études de la littérature, les reprises chirurgicales pour instabilité secondaire sont extrêmement rares. Une autre chose qui est remarquable, c'est des résultats qui sont nettement moins bons chez le sujet adulte que chez le sujet jeune. En conclusion, c'est une fracture qui survient principalement chez l'adolescent. La radiographie de profil affirme le diagnostic. Il n'existe aucun consensus sur la prise en charge chirurgicale. Les pertes de mobilité et la laxité résiduelle sont fréquents, mais globalement, l'instabilité ressentie par le patient reste rare. Là, c'est ceux qui seront intéressés par la bibliographie. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous laisse mon mail. Merci, Kevin.